Laurent Roland Tonikès, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bienvenue. Merci. On va démarrer par un mot de football, une fois n'est pas coutume. On démarre par un mot de football, puisqu'hier, justement, c'était une journée, on va dire, à grand intérêt pour le football béninois, les écureuils du Bénin, sinon les guépards. Alors, on espère évidemment, parce que ce changement de nom, évidemment, n'aura rien changé, vraisemblablement. En tout cas, donc, les guépards, ex-écureuils, étaient face aux Amavubi hier, donc, à Kigali, au Rwanda. Score final, un but partout. Et la presse, évidemment, ce matin propose beaucoup de titres montrant justement toute la déception des uns et des autres. Oui, c'est une déception parce que déjà, malheureusement, l'entraîneur nous annonçait déjà qu'il veut 4 points. Mais malheureusement... Oui, ce qu'on avait d'ailleurs décrié en plateau. Ici, aujourd'hui, on se rend compte que on n'a que 2 points sur les 2 matchs. C'est une déception puisqu'en réalité, on se rend compte que apparemment, il n'y a pas encore une ambition, notamment concernant le football béninois. On ne jette de l'argent. Peut-on injecter de l'argent sans avoir de l'ambition? Mais écoutez, si on a de l'ambition, un coach qui est nouvellement recruté, qui déjà annonce les couleurs en disant que sur 2 matchs qui doivent lui apporter 6 points, que lui ne veut que 4 points, c'est-à-dire que déjà... Non, il faut nuancer. Mais écoutez... Il faut nuancer. Je pense qu'à aucun moment... le nouveau coach, donc Gernot Rohr, n'a dit qu'il ne voulait que 4 points. Il a estimé qu'avec 4 points, on était bon. Non, comment on peut dire qu'on se relançait assez bien dans la compétition. Attendez, vous allez à une bataille, vous dites que si vous arrivez à tirer une balle sur le bras de l'ennemi, et que ça pourrait vous aider à franchir une autre étape. Il faut cibler véritablement l'ennemi et l'abattre, bien évidemment. Donc cette manière de voir les choses, moi je ne partage pas cette manière de voir. Et la preuve, quand on se contente du minimum ou bien on a une ambition minimum, c'est qu'on n'a que des résultats minimum. Et bien évidemment, à Cotonou, ils ont été cueillis à froid à la 13e minute, bien évidemment. Et n'eût été la supériorité numérique, c'est pas évident que nous puissions... bien que... C'était pas évident que nous revenions au score, bien évidemment. Et donc, de l'autre côté aussi, au Rwanda, on a vu que les Ukrainiens étaient les premiers à marquer le but. Mais on constate que là aussi, pas d'endurance. Et puis, finalement, le but est égalisé. Maintenant, on commence par faire les calculs. Non seulement les calculs, c'est que... Avant les calculs... Il y a la loupe qui écrit que le Bénin joue la prolongation devant la CAF. Devant la CAF, bien évidemment. Sachant très bien que nos démêlés que nous avons avec d'autres pays devant la CAF, les autres pays ont toujours emporté cela. Et donc, est-ce qu'il faut toujours attendre? Et d'ailleurs, je suis choqué de voir que c'est sur ce terrain que le coach surfe actuellement pour dire qu'il faut porter et on va porter réserve. On va porter réserve parce qu'il y aurait un joueur donc rwandais. Oui, j'ai suivi. Ils sont les mêmes coupés les 2 matchs où il a reçu donc un premier carton jaune, le deuxième carton. Du coup, il ne devrait pas être aligné. Mais écoutez, moi j'ai suivi ça, j'ai dit, mais si par exemple ce joueur n'avait pas joué, d'accord, n'était pas dans le jeu, et qu'ils avaient été tenus en échec comme ça, un but partout, sur quoi est-ce qu'ils allaient tabler? Heureusement. Mais heureusement que ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'en l'état, même si on accordait la victoire sur tapis vert, en tout cas au Bénin, il y a pour moi une nécessité de revoir la manière dont le football est géré. Et moi, je pense que si entre-temps, ils n'arrivaient pas à avoir gain de cause de la victoire au niveau de cette 16e, je crois qu'il faut maintenant voir. On n'a que 2 matchs qui restent. Et les 2 matchs, c'est que nous avons... 2 victoires, absolument. Nous serons face au Sénégal en juin et nous serons face au Mozambique en septembre. Sénégal, champion, évidemment. Déjà avec 12 points. D'Afrique, déjà qualifié. Déjà 12 points. Et donc, qui certainement peut-être voudra faire un clean sheet, bien évidemment. Ok, alors, faire un clean sheet, mais en même temps faire tourner l'équipe. Oui, mais écoutez, faire tourner l'équipe, quel qu'en soit... Ce qui pourrait nous avantager. Ce qui est sûr, quel qu'en soit le joueur qu'on va aligner au niveau du Sénégal par rapport au Bénin, en l'état, pour moi, je miserais pour le Sénégal. Sauf que nous sommes sur un terrain de football, tout est possible. Maintenant, quand on finit avec ça, le Mozambique aujourd'hui est 2e du groupe. Donc, on va jouer toutes les 4 possibles pour être qualifié. Donc, le Bénin peut-être serait en train de chercher ce que nous avons l'habitude de chercher avec la calculatrice en main, meilleur 3e pour être qualifié. Et quand on est meilleur 3e, on sait quelle est la suite suivante. Et il ne faut pas oublier que le Rwanda aussi poursuit, justement. Oui, mais c'est ce que je dis. Justement. Le Rwanda va jouer toutes les 4 et le Mozambique
ne va pas se laisser faire, bien évidemment. Donc, quand on fait bien, même si on a calculatrice en main, on se rend compte que quelque part, est-ce qu'on a vraiment des chances de se faire, en tout cas d'être qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre alors les jeunes dans l'équipe pour aller affronter le Sénégal et le Mozambique pour les derniers matchs. C'est-à-dire, c'est de les mettre... Quand vous parlez des jeunes, vous faites allusion à qui, en fait? À ceux qui sont sur le banc, peut-être, c'est ça? Ou de nouvelles têtes, carrément? Oui, de ceux qui sont sur le banc et de nouvelles têtes, bien évidemment. Ceux qui sont restés là et qui nous ont montré, en dehors de... le coup de grâce qu'on a eu en 2019, qui nous ont montré successivement qu'en réalité, le problème, c'est le service minimum. C'est le match nul? Oui, c'est le match nul. Espère en match nul? Espère un match nul. Et c'est le match nul qui nous ont poussé. Mais c'est déjà mieux que les défaites. Oui, c'est le match nul qui nous ont poussé en huitième de finale et qui, fort malheureusement, en tout cas, à un moment donné, on a été stoppé net par 1-0 face au Sénégal. Moi, je pense sincèrement maintenant qu'il vaut mieux commencer par mettre ces gens de côté, mettre les jeunes dans le jeu. Les jeunes vont faire face au Sénégal, au Mozambique, pour avoir de la compétition des gens dans les jambes. Et au fur et à mesure qu'ils vont évoluer, on ne va plus viser la prochaine CAN en réalité. Mais c'est de les préparer pour l'avenir. Plutôt que de se continuer de se... Vous allez voir que quand le Bénin va réussir à battre peut-être le Sénégal 1-0, va réussir à battre le Mozambique 1-0, après, ou bien le Bénin va faire match avec le Sénégal et va battre le Mozambique, et quand on sera qualifié, on va oublier tous les problèmes. On ira à la CAN avec les tares qu'on connaît, et puis après, paf, là-bas, on sera distributeur automatique de points, et on revient encore en arrière pour dire, mais c'est parce qu'il y a tel problème. Moi, je pense sincèrement qu'il faut revoir le système du football béninois. Vous parlez de qualification, évidemment, pour le moment, il n'en est pas encore il faut impérativement gagner les 2 prochains matchs. Ce qui semble difficile. Ce qui évidemment s'annonce très compliqué vu les équipes qu'on aura donc à affronter. Émergence Info parle ce matin de nouvelles contre-performances des Guépards. Laurent Roland-Tonenquès de Chacus doit démissionner en cas de non-qualification. Rien de tangible pour le foot béninois depuis 4 ans. Non, les amoureux du football pro de Chacus vous diront que c'est sous de Chacus qu'on a été qualifié à la CAN, bien évidemment, et donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Seulement qu'en réalité, sous nos cieux, les gens n'ont pas la culture de la démission, parce que autant de défaites, et déjà même sur nos installations, et autant de matchs nuls, à un moment donné, les gens doivent pouvoir chercher à savoir s'ils ne se trompent pas de profession ou d'objectif, bien évidemment. Il faut revoir les choses. Maintenant, puisque nous sommes au Bénin, chacun sait comment il est, là où il est. Et donc, fort malheureusement, pour l'intérêt général, on s'en fout. On continue de se contenter du minimum qu'on fait, parce qu'on a peut-être des couvertures replacées et que, bon, personne ne peut même oser. D'ailleurs, même, vous allez voir que beaucoup de journalistes sportifs ou bien de journalistes auront du mal à critiquer les membres de la Fédération béninoise de football parce que peut-être peu ou prou, en son temps, quand il s'agira de choisir tel ou tel journaliste pour aller participer à telle compétition, on fera le tri et vous serez mis sur le carreau. Donc, malheureusement, toute la chaîne, il y a un problème. Il va falloir maintenant que les gens osent parler pour dire réellement ce qui ne va pas. Il ne faut pas continuer à se contenter du minimum ou bien regarder ses propres intérêts et dire que oui, tout va bien et que bon, on est là à faire le calcul avec les membres de la fédération, avec les dirigeants pour dire, bon, si le Sénégal est battu pour le dernier match par le Rwanda, et si le Bénin faisait match nul avec le Sénégal, battait le Mozambique, on sera qualifié. Finalement, vous faites des calculs à la place des autres, alors que les autres aussi font des calculs à votre place. Donc, personne ne veut se faire honir, bien évidemment. Donc, ces pays aussi auront quelque chose à démontrer. Il va falloir que désormais, pour les éliminatoires, qu'on se dise que les Guépards aient cette rage de vaincre. Il y a ça qui manque en réalité. On ne sent pas en eux parfois la rage de vaincre. Et ils commencent ce match bien, et puis après... Alors, ce n'est pas pour vous contredire, mais vous savez que vous avez beau avoir toute la volonté du monde et être animé de toute la rage possible. Parfois, il s'agit aussi tout simplement de maîtrise, de technicité. Mais justement... on a beau avoir toute la volonté du monde quand on n'a pas justement les aptitudes qu'il faut. Je ne dirais quand on n'a pas les aptitudes qu'il faut, en face, et qu'en face, on a justement une équipe qui est très en jambes, très en forme, qui techniquement est meilleure à soi, on n'arrive à rien faire. Non, mais je crois que quelque part, vous me rejoignez quand je dis qu'il faut revoir le système et mettre de côté certaines personnes, évidemment. Mais pour autant, on ne dira pas que toute l'équipe est mauvaise. Il y a des gens qui ont de la compétence, du jeu dans les jambes. Malheureusement, peut-être leurs efforts sont annihilés par les faiblesses de certains. Les faiblesses des autres. C'est dans cela que je ne suis pas totalement d'accord quand on dit qu'il faut tout raser. Moi, j'ai dit, vous avez bien suivi, j'ai dit, il ne faut pas tout raser, bien évidemment. Mais il faut mettre hors d'état de nuit ces personnes-là qui ont fini leur carrière. Concret, qui n'apportent plus rien. Et maintenant, commencer par aligner
rien que des nationale. jeunes qui vont commencer par s'habituer aux grandes compétitions. Justement. Et je crois que si on veut être objectif et être honnête pour ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, il vaut mieux maintenant ne plus faire le calcul de on porte réserve ou bien on imagine si on peut gagner nul avec le Sénégal, on faisait nul avec le Sénégal et si on gagne le Mozambique. Non, mettez maintenant les jeunes. Ces jeunes peuvent aussi nous surprendre, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Il se peut qu'on mette ces jeunes-là, et ces jeunes, on a vu des jeunes par le passé, quand on les a alignés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour montrer qu'ils ont envie de jouer, de défendre les couleurs nationales. Donc, il va falloir commencer par leur donner cette chance-là. Ces jeunes peuvent créer la surprise. Plutôt que de continuer à faire confiance à tous ceux qui sont là, qui ont déjà montré quelque peu leurs limites. Leurs limites. Hein. On reste à la une du quotidien Émergence Info, Laurent Roland Toninquès, on parle toujours sport. Conseil des ministres du 29 mars 2023, le stade de l'amitié GMK mis en concession. Oui, le gouvernement a ses objectifs et donc on ne va pas peut-être s'attarder là-dessus. Je pense que le gouvernement veut des résultats, veut un certain nombre de choses et on dit qu'il y aura en tout cas un gestionnaire ou administrateur délégué désigné et qui va gérer, mais en mis en concession sous la Caisse nationale de sécurité sociale. Et bien évidemment, il y aura quelqu'un qui sera aussi recruté pour faire les travaux confortatifs, bien évidemment. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Enfin, d'autres aires de jeu à construire. Donc je crois que c'est le gouvernement qui montre le chemin, en tout cas, exprime ce dont il a besoin et se donne les moyens pour le faire. Vivement que ce qui est décidé apporte quelque chose à notre stade, bien évidemment, de positif, de beau et de positif à notre stade, et qu'au-delà de tout aussi, les ressources qui seront générées par ce stade soient mieux gérées, et que, oui, vous avez parlé de construction d'autres aires de jeu, puisqu'on constate que tout est concentré au niveau du football, il va falloir travailler à réorganiser les choses pour que toutes les autres disciplines aient les moyens. On a pu voir à la lune d'un journal ce matin, Nazek Padonou, de la gloire au déclin, et j'ai suivi une vidéo réalisée par des confrères il y a quelques jours sur lui, quelqu'un qui a été champion d'Afrique, qui aujourd'hui en arrive à conduire Zémidian. Il est instructeur, peut-être quelque part, et à la fin, tous les samedis, on lui donne 2 000 ou 3 000. Je ne me rappelle plus trop du montant, mais c'est moins de 5 000 francs qu'il prenait, au point où il a dû laisser maintenant. Il a 2 enfants, et puis il conduit Zémidian. Quelqu'un qui a été champion d'Afrique, c'est une aberration. Moi, je pense que les doigts... Et depuis qu'on a dit ça et que la vidéo a circulé, aucune réaction du ministère des Sports, aucune réaction de certaines autorités. Ailleurs, ils auraient pu réagir. Puis celui qui a été champion d'Afrique peut donner les techniques à d'autres bosseurs pour être champion d'Afrique. Voilà, il a l'expérience. Et d'ailleurs, on a vu ces derniers temps, Clément Loco qui est allé battre des bosseurs de la sous-région, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'il y gagne? Pas grand-chose. Alors qu'en réalité, c'est un sur un ring, vous recevez des coups. Et des coups violents, parfois, qui peuvent vous déstabiliser. Mais qui peuvent vous tuer. Il y en a qui tombent. Conduire à l'hôpital, évidemment. Oui, il y en a qui tombent et qui meurent. Ou d'ailleurs même qui tombent et qui deviennent hémiplégiques à vie, bien évidemment. Et donc, quand quelqu'un qui prend ce risque-là, avec le drapeau du Bénin, et revient avec le résultat, et qu'on n'a pas une bonne politique pour le prendre en charge, ça fait mal. Pendant qu'on injecte des milliards dans une fédération qui n'apporte pas grand-chose et qui rend malade certains Béninois, parce que quand vous allez au stade et que vous ne supportez pas la défaite, vous tombez malade. Beaucoup de personnes vous diront qu'ils tombent malades. Moi, personnellement, il fut un moment, je ne vais plus au stade parce que ça me donne la fièvre quand on bat l'équipe nationale à chaque moment. Non, ça me rend malade. Comme j'ai coutume de le dire, ce sont les pharmaciens qui se réjouissent. Qui se réjouissent. Allez, c'est pour évidemment faire une petite blague. Hein. Non, je crois que cette discipline-là, on a la bosse, on a, comment vous appelez, la balle au tambourin, il y a la pétanque. Il y a la pétanque, il y a le basket. C'est vrai qu'au niveau du basket, il y a une nouvelle dynamique là. Il y a beaucoup de choses. Il y a le handball aussi. Il y a le handball, bien évidemment. Il y a le volleyball qui bougeait beaucoup il y a un an, 2 ans. Mais apparemment, ces derniers temps, on ne les sent plus comme ça. Mais il va falloir mettre de l'argent dans ces fédérations-là. Il y a le tennis, par exemple, avec la petite Gloria Naoum, qui fait des merveilles au plan international. Elle est allée aux États-Unis, elle a fait des merveilles. Mais combien est-ce qu'on met dans ces fédérations pour accompagner ces personnes? Pendant qu'on injecte de l'argent, on affrète un avion spécial pour les écureuils, ils vont jouer, et c'est en fait pour aller faire service minimum. Réorientons les ressources vers d'autres fédérations. Je crois que ces disciplines vendront mieux le Bénin. Laurent Roland Toninquès, restons toujours à la une de Émergence Info. Avez-vous fait dernièrement un tour à la mairie d'Abomey-Calavi? Oui. Parce que Émergence Info renseigne sur le comportement peu courtois, osons le dire ainsi, de certains agents. On parle d'agentes notamment. Donc il s'agit de femmes, pagaille et insouciance professionnelle à l'arrondissement de Calavi.
des agents se croient reines et narguent les usagers. Alors, je crois qu'on a à la une du journal, là, la photo du chef d'arrondissement d'Abomey-Clavi, un monsieur assez pragmatique et assez dynamique. Et je crois que si l'information... C'est vrai que dans nos administrations locales, notamment dans la commune... Ah, c'est un sujet qui remet donc sur le... Et pas le passé. J'ai vu comment est-ce que certains narguent véritablement dans le couloir de la mairie, même le bureau, en tout cas les bureaux centraux, bien évidemment. Et pour ce qui est de l'arrondissement, j'ai été là-bas depuis janvier 2029 où je préparais mon mariage, donc j'ai été bien satisfait, bien évidemment. Je ne sais pas si entre-temps, des gens sont arrivés, sont devenus assez, je ne sais pas, sont peu polis, pas vis-à-vis. Ont reçu une couronne sur la tête. Donc je ne sais pas trop. Pour se croire reine. C'est qu'il est temps pour vous de préparer un autre mariage et de retourner là-bas. Non, mais moi je crois que si le chef d'arrondissement, si c'est vérifié, le chef d'arrondissement ne tardera pas à taper du poing sur le papier. C'est un monsieur assez ouvert, assez efficace, bien évidemment, compétent, que je connais très bien. Je pense qu'il ne va pas tolérer un certain mauvais comportement dans son administration. Je suis sûr que certains nous suivent et vont lui faire le point. Voilà. On parle politique à présent avec Dynamisme Info, initiative d'amnistie au profit des exilés et des détenus. Ça fait dresser déjà les cheveux sur les têtes de potentiels candidats pour 2026. Laurent. Non, je crois que quand on regarde un peu la situation aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe, on se pose des questions. Voilà, il y a des gens qui pensent qui seront candidats, qui pensent que la libération de Joël Aïvor, Ricky Madougou et autres constituerait un obstacle pour handicap, c'est ça pour leur ascension. Un handicap, Oui, pour leur ascension. Et donc, par conséquent, il y en a beaucoup pas mieux qui n'ont pas intérêt à ce que Ricky Madougou, Joël Aïvor et consorts soient libérés. Et donc, je suis sûr qu'ils seront en train de courir, peut-être certains chez les marabouts, certains chez... Pour empêcher, c'est ça pour prier oui, prier tous les dieux pour que ces personnes ne soient pas libérées, parce que Ricky Madougou peut sortir, même si elle ne peut pas être candidate, son mot d'ordre va pouvoir peser dans la balance. Joël Aïvor également. Donc, oui, ça va faire peur. Ça fait peur et ça fera toujours peur à certaines personnes. Et même ceux qui se croiraient peut-être ou ceux qui sont identifiés comme dauphins de Patrice Talon, éventuellement, même s'ils ont l'assurance de ce que toutes les stratégies peuvent être mises en place pour peut-être remporter une victoire, ils ont peut-être des raisons d'avoir peur parce que les stratégies politiques ne marchent pas à tous les coups. Vous pouvez toujours voir la surprise au dernier moment. On a pu voir Boniaï mettre tout dans la balance et pour gagner les élections 2016 avec Lionel Zessou, mais on a vu qu'à l'arrivée, ce n'est pas Zessou qui a gagné. C'est un Patrice Talon, ennemi juré ou adversaire juré de Boniaï qui a pris le pouvoir. Donc, c'est de la même manière que ceux qui pensent que 2026 est gagné d'avance et que ce serait un fort taux de victoire, bien évidemment, ils ont aussi des choses à craindre. Ils savent qu'un Adjavon exilé, amnistié, venu au Bénin, même s'il ne parle pas jusqu'au jour, jusque dans la période électorale, et son mot d'ordre sera assez déterminant. Un certain Valentin Diantin, qui du côté des évangéliques, peu ou pro, a une certaine popularité, son mot d'ordre aura toujours un effet. Donc, un commis coutier, bien évidemment, qui dans la région des collines pourra encore aussi faire mal du fait de son mot d'ordre. On a pu voir pour les législatives de 2023 ce qu'il a pu faire avec pendant la campagne, ce que ça a apporté comme résultat sur le terrain. Donc, l'un ou l'autre, dans le cas cette initiative d'amnistie au profit des îlets et des détenus, ça fera peur, et ça fait peur d'ailleurs même au potentiel candidat de la mouvance qui se croit déjà, qui pour nous, peut-être on peut croire qu'ils sont déjà gagnants sur papier, quoi. Matin libre à présent, Laurent Roland-Toniquès, statut A de la CBDH et rapport 2022-2023 de Amnesty International. Finalement, que comprendre de cette dichotomie, le gouvernement et la commission à la barre? Non, mais est-ce qu'il y a une dichotomie? Est-ce que comme le gouvernement est trop là? Quand on lit, moi je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Les gens ont tout fait de communiquer, notamment les communicants du gouvernement ont tout fait de communiquer abondamment sur l'accréditation au statut A de la CBDH. Voilà, donc et il faut faire la part des choses. L'accréditation au statut A été attribuée à qui?
pas au gouvernement béninois. Il faut que les gens situent les choses en réalité. L'accréditation a été attribuée à la CBDH du fait de son travail objectif et indépendant. Le chef a beau faire de recevoir la commission en audience, les gens ont communiqué comme si en réalité ce statut, l'accréditation statut est attribué au gouvernement. Oui, alors ils ont estimé que le gouvernement a forcément offert des facilités à la dite commission, justement, pour faire son travail. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Mais n'oubliez pas que cette commission a été désavouée par un cacique du gouvernement de la rupture, qui a totalement critiqué ou dénoncé certains aspects évoqués dans le rapport de la CBDH. Écoutez, l'information encore là, on peut aller chercher. Un député très proche du chef de l'État qui a critiqué la CBDH. Et en fait, quand on dit que le statut, l'accréditation du statut a été attribuée à la CBDH, les gens pensent qu'en réalité c'est au gouvernement que ça a été attribué. Mais il faut rétablir la vérité pour dire c'est à la CBDH que ça a été attribué du fait de son travail, qui ne s'est pas laissé influencer par tel ou tel courant pour biaiser le rapport. Parce que dans le rapport, la CBDH a osé évoquer certains aspects des élections de 2019-2021. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tout, quand on regarde ça et qu'on va voir ce que pourrait dénoncer Amnesty International Bénin, bien évidemment, et autres, oui, là. parce que le rapport 2022-2023 de Amnesty International, comme le dit le quotidien Palmarès ce matin, donne à savoir que la situation du Bénin n'est pas trop intéressante. Oui, non, si on ne comprend pas, on va penser que Amnesty fait les choses autrement mieux que la CBDH. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut situer. Ce n'est pas au gouvernement de la rupture que le statut accréditation, le statut A a été attribué, mais c'est à la CBDH, dont le rapport n'est pas pour autant différent du rapport de l'Amnesty International. Quand vous allez lire les deux rapports, il n'y a pas pour autant de différence. Mais c'est-à-dire que les gens pensent que ce statut, l'accréditation du statut a été attribué au gouvernement, et donc si c'est ça, cela suppose que en réalité, il y a dichotomie, il n'y a pas de raison de justifier cela. Moi, je crois qu'il faut rétablir avec vous, dire l'accréditation du statut A été attribué à la CBDH du fait du travail qui a été fait sans être influencé, travail indépendant et objectif. D'accord. Laurent Roland-Tonin, qui s'intéressons à présent au quotidien La Cime de l'Info. Vérification des plaques d'immatriculation en ligne, une nouvelle plateforme de l'ANAT mise à disposition. Voilà, les intéressés pourront désormais vérifier leur numéro d'immatriculation en ligne. Oui, je crois que c'est une bonne chose. Moi, quand j'ai eu le lien automatiquement, j'ai mis le numéro châssis de ma moto que j'ai garé parce que en fait, là où j'ai acheté la moto, ils ont pris les papiers sous prétexte qu'ils vont me faire la plaque. Ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont jamais amené la plaque. Donc, il a fallu que quand j'ai vu ça, et d'ailleurs, même ceux qui m'ont vendu la moto, ils ont dit qu'il faut fermer leur boutique au Bénin. Ils sont plus au Bénin, bien évidemment. J'ai cherché en vain. Et finalement, j'ai pu avoir un contact que j'ai appelé il y a quelques jours. Mais cette personne me dit qu'elle est très loin de Cotonou et qu'il va falloir fixer un rendez-vous pour avoir la copie du récépissé pour aller chercher ma plaque. Mais là, quand j'ai eu le lien automatiquement, je suis allé sur le site. Pour ceux qui nous suivent, c'est moto.anat.bj. Et quand vous tapez moto.anat.bj, vous tapez le numéro châssis de votre moto. Le numéro châssis se trouve la plupart du temps au niveau du siège arrière de la moto. Vous allez voir un truc, le numéro est écrit un numéro là. Vous écrivez le numéro châssis et déjà si c'est votre moto, ça met déjà votre nom. Si le dossier est déjà véritablement ça affiche votre nom et vous allez sur Nest et puis ça vous donne l'attestation d'immatriculation. Donc c'est en restant chez moi que j'ai pu mettre le numéro châssis et puis ça s'est affiché. D'abord quand j'ai mis ça a mis mon nom en même temps. Rassurez-nous, voilà, vous avez vu votre nom. Oui, quand j'ai mis le numéro châssis automatiquement, ça a mis Tony Kess Cordio Roland L. Et puis finalement, je suis allé sur Nest et ça m'a sorti l'attestation d'immatriculation que j'ai téléchargée, que j'ai sur mon portable. Et je connais l'immatriculation de ma moto. Donc, du coup, et ils m'ont dit, sur l'attestation d'immatriculation, ils m'ont demandé d'aller à la Nest de Cotonou pour aller chercher ma plaque minéralogique. Super. Donc, je pense que ceux qui nous suivent ce matin, si vous avez déposé les dossiers déjà et que vous n'avez pas encore votre plaque, vous n'êtes pas allé chercher, pour vous assurer que c'est déjà fait avant d'aller chercher, il suffit d'aller sur moto.anat.bj et quand vous allez sur moto.anat.bj, vous tapez au niveau du numéro châssis, le numéro châssis de votre moto, vous tapez ça, ça affiche votre nom d'office et vous allez sur Nest, ça vous sort l'attestation d'immatriculation que vous téléchargez et vous avez déjà sur l'attestation d'immatriculation votre immatriculation et vous avez l'orientation. Je suis sûr que comme moi je suis dans l'Atlantique, on m'a dit la Nest de Cotonou, pour d'autres ça peut être la Nest d'Abomey, bien évidemment si vous êtes à Abomey. Donc c'est très facile d'avoir les plaques.
Mais c'est la preuve que ça bosse au niveau de la NAT. Non, ça bosse. Ça bosse au niveau de la NIP. Ça bosse, oui. À la NIP, ça bosse. À la NAT, ça bosse. Laurent Roland, je vois là où vous voulez aller. Restons à la une de la cible de l'info. D'accord. À la une de la cible de l'info. Ce matin, je ne pourrais pas m'empêcher de le faire. Alors, la cible de l'info qui propose en manchette ce matin, on parle à nouveau politique, Laurent. Oui. Animation de la vie politique au Bénin. Les 7 propositions de candidats Zanaï pour sortir le Bénin de l'impasse socio-politique. Le plus lucide des hommes politiques béninois a exposé et suggéré ses actions pacifique. En quoi est-ce que c'est Avez-vous lu justement les dites propositions? Est-ce que... Non, je lisais ça rapidement la dernière fois, mais je laissé. Mais ce que je veux dire, c'est que en quoi est-ce qu'il est le plus lucide du Bénin? Je pense que c'est au confrère de la cime de l'info de venir nous le dire. Candidat Zanaï continue son jeu politique pour nous distraire. Oui, parce qu'il n'est ni oiseau, il n'est ni mammifère. Finalement, il est quoi? Il n'est pas mouvancier, il n'est pas opposant. Et puis, c'est lui qui veut tirer sur tout. Et d'ailleurs, même déjà, depuis quelques temps, on constate qu'il tire le plus sur les opposants que de tirer sur la mouvance. J'ai comme l'impression que c'est un acteur politique chauve-souris. Qui va dans le sens il veut. Quand il dort un jour et qu'il se réveille, ça lui plaît d'attaquer la mouvance, il le fait. Et puis quand ça lui plaît d'attaquer l'opposition, il le fait. Se comporter comme si tout ce qui a été fait jusque-là par les opposants, ce n'est pas, en tout cas, à encourager, c'est à critiquer tout le temps. J'ai comme l'impression qu'il y a une volonté de discréditer davantage l'opposition pour détourner l'attention du peuple des opposants, bien évidemment, pour faire croire que les opposants ne sont pas dans un combat réel, dans une certaine mesure. Et je veux bien croire à ce que cela lui rapporte, bien évidemment. Si vous êtes contre un système et que vous avez été dans un creuset qu'on appelait la résistance et qu'à un moment donné, c'est peut-être peu ou prou, les gens ont découvert que vous n'étiez pas peut-être sincère avec eux et ont tout fait de vous écarter concernant certaines choses que vous-même, ayant compris la réalité en face, vous avez pu prendre vos dispositions pour vous écarter complètement et chaque fois les critiquer. Je crois qu'il y a une volonté manifeste de berner le peuple tout le temps, les populations feraient mieux de faire preuve de discernement pour savoir quoi faire, qu'aucun acteur politique ne vienne les distraire, parce que on a vu le même personnage par le passé nous montrer des acteurs politiques et d'ailleurs même le pouvoir en place, bien évidemment, et qui aujourd'hui était... C'est vrai qu'on ne va pas tout le temps rester loyal à un système quand on n'est pas convaincant, quand les valeurs ne sont plus respectées, quand on a des convictions. Mais tel que ça se fait, finalement, il va falloir que Candidat Zanaï dise clairement qu'est-ce qu'il est. Est-il un opposant ou un mouvancier? Ou bien il est centriste. Et quand on sait très bien que les centristes sous nos cieux finissent toujours par aller vers la mouvance, peut-être qu'il retournera un jour dans sa famille politique qu'il a lâchée en démissionnant du gouvernement. Mais je ne pense pas qu'il soit... Bon, c'est un philosophe après tout. C'est un philosophe. Et donc les philosophes ont la logique. Réputés pour être très lucides. Ils ont la logique. Non, mais écoutez, c'est pas parce qu'on est philosophe qu'on est très lucide. Parce que les courants philosophiques, pour autant, n'apportent pas... C'est qu'entre la gestion du pouvoir et les courants de la théorie en philosophie, il y a un grand fossé, bien évidemment. Laurent, parlons comme affaires foncières. À présent, nous sommes à Bomey-Calavi. Évidemment, c'est un sujet, on va dire, d'actualité toute l'année durant, pratiquement. Les 4 vérités ce matin parlent donc de la nomination au Conseil des ministres ce mercredi, hier, donc mercredi 29 mars 2023. Le président et les juges de la Cour spéciale des affaires foncières installés bientôt. Oui, au niveau de la criette, quand la criette a été installée, personne n'avait vu venir, et en tout cas, l'extension qui pourrait tomber de là. Donc là-bas, c'est minimum 5 ans, si vous vous hasardez. Je crois qu'au niveau des affaires foncières, il faut maintenant que le minimum soit 10 ans. Le minimum 10 ans. Parce que vous voyez des gens qui se battent toute leur vie pour avoir un lopin de terre. Et justement, des délinquants fonciers se lèvent un jour pour vous déposséder parce qu'ils sont protégés par tel ou tel. Et c'est toute une mafia qui s'observe. Et quand même vous les arrêtez, vous êtes surpris de les revoir après dans la circulation. Je crois que le minimum qu'on doit donner maintenant à ceux qui seront délinquants fonciers, ça doit être 10 ans pour décourager ce tas de choses. Quelqu'un qui fait 30 ans de carrière, qui a peut-être gagné 125 000 pendant toute sa vie et arrive à acheter une parcelle
construit la parcelle. Un cul-d'âme se lève un jour pour dire que c'est le domaine de son père, mais que c'est sa tante ou c'est son oncle qui avait vendu ça. Et que par conséquent, il faut racheter ou bien il faut aller casser. Et il a des soutiens au point où on sort une décision, on va casser, on met la personne à la rue. Et ça tue beaucoup de personnes. Ça dépossède beaucoup de personnes de leurs biens fonciers. Je crois que c'est une bonne nouvelle que d'installer ce président de ce tribunal foncier. Et il faut aller très vite. Moi, je pense qu'il faut aller très vite pour maintenant décourager ces délinquants qui, dans une certaine mesure, font énormément mal à la population. Il y a matière à espérer donc, disons, du mieux dans la gestion des affaires foncières. Le quotidien Les 4 vérités qui précise que toutes les procédures foncières en cours dans les tribunaux des villes d'Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porto Novo, Semepoji et Toribosito devront être transférées à la cour dès son installation. Il faut le faire très vite d'ailleurs, très vite, parce qu'il y a beaucoup de victimes malheureusement. Il va falloir très vite aller sur ces chantiers-là pour sauver la population. On va poursuivre, Laurent Roland Tonéikes, le matinal à présent. Récent communiqué de démenti d'un supposé rendez-vous avec Talon, Soglo n'a d'intérêt que pour sa progéniture. Avez-vous le même sentiment? Est-ce qu'il y a un acteur politique opposant de Patrice Talon qui n'a d'intérêt que pour lui? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un acteur politique opposant au régime de Talon qui n'a d'intérêt que pour lui? Je pose une question. Autrement dit, la grande partie des opposants que nous avons aujourd'hui, pour les opposants de Patrice Talon, la grande partie n'ont d'intérêt que pour eux. D'accord. Donc, il manque une autre négation dans votre première phrase. Non, je posais une question en fait. D'accord. Je n'affirmais pas. D'accord. Je posais une question. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le plus souvent, les opposants à un régime sous nos cieux ne sont pas des opposants sur des idéologies, sur le fonctionnement du système. Mais c'est parce que, oui, il y a des gens qui sont contre Patrice Talon parce que tel que les choses se font, ils ne sont pas d'accord, que parce que tel que cette voie a été réalisée, on ne connaît pas le montant, parce que tel que telle statue a été érigée, on ne connaît pas le montant, parce que, on ne connaît pas les salaires, voilà, parce que telle réforme n'est pas dans l'intérêt du peuple. Il y en a qui sont contre Talon pour ça. Et c'est l'idéal. Par contre, il y a des gens qui sont contre Patrice Talon parce que leurs enfants ne sont pas heureux. Donc finalement, vous venez de... En tout cas, à votre première question. Donc, vous venez de répondre à votre première question. Il y a ceux qui ont subi des représailles politiques. Ça, on mettra dans la balance de ceux qui sont contre Talon du fait d'un certain nombre de systèmes mis en place. Ça, on peut comprendre. Mais il y a des gens, c'est parce qu'on leur a coupé, on leur a enlevé le bol de miel de la bouche. Exemple? Mais écoute, je ne citerai pas de nom, on les connaît. Il y a des gens, parce qu'on leur a arraché le bol du miel de la bouche. Il y en a qu'on leur a pris, on a pris le bol de lait, bien, parce qu'ils en buvaient allègrement au point de s'enivrer, bien évidemment, mais on leur a arraché ça à un moment donné. Il y a des gens qui ont recherché peut-être des marchés publics, et parce qu'ils avaient la priorité des marchés publics, aujourd'hui on leur a arraché ça, ils sont devenus opposants à Patrice Talon. Il y a ceux-là qui, aujourd'hui, sont opposants parce qu'ils ont espéré pendant un moment une nomination, et ils s'impatientaient au point où ils sont devenus opposants. Donc je pense que l'un dans l'autre, il y a des gens qui sont des opposants sérieux, d'accord, mais il y a ceux-là qui sont opposants par intérêt. Seriez-vous en train de classer dans cette catégorie l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, Laurent Roland Tonéikes? Les démêlés entre Patrice Talon et Nicéphore Soglo ont commencé quand? Si on situe, quand est-ce que ça a commencé? Et quand on sait que Nicéphore Soglo fait partie de ceux qui ont encouragé à voter pour Soglo, alors je crois que... Nicéphore Soglo fait partie de ceux qui ont encouragé à voter pour... Pardon. Quand on sait que Nicéphore Soglo fait partie de ceux qui ont encouragé à voter pour Patrice Talon, et quand on se réfère en faisant peut-être un feedback vers le passé, et situons quand est-ce que les démêlés, les déboires entre les deux ont commencé. Quand est-ce que ça a commencé? Et quand on va réussir à situer quand est-ce que ça a commencé, je crois que chaque Béninois va tirer la conclusion. Je ne suis pas là pour donner toutes les réponses. Cela ne vous ressemble pas, Laurent Roland Tonéikes, de faire langue de bois. Mais passons. La loupe, on revient à la une du quotidien La Loupe, on va très certainement finir par ce sujet. Fonctionnement des écoles privées au Bénin, plus d'enseignants ou de directeurs sans autorisation d'enseigner ou de diriger. Oui, c'est une bonne chose, parce que
On sait très bien que nos écoles ont été envahies par des gens qui n'ont pas le niveau minimum, je suis tenté de dire, pour enseigner. Et ce qui fait que ce que nous observons au quotidien pour nos enfants, le niveau de nos enfants, c'est assez criard. Fort heureusement, fort malheureusement pour certains parents, qui mettent beaucoup de moyens, même que ce soit dans les privés ou dans les publics. Les enfants vont à l'école, mais en réalité, on constate que certains désapprennent. Au lieu d'apprendre, ils désapprennent. Le peu qu'ils connaissaient avant d'aller dans ces écoles, c'est un problème. Parce que le fondé de l'école, peut-être, ne veut pas bien payer, donc ça arrange pour trouver quelques étudiants. Quelques jeunes étudiants, à qui on peut payer 525 francs l'heure, bien évidemment. Une misère. Oui, moi, je me rappelle, il y a quelques 10 ans en arrière, j'étais enseignant. Fait aussi. J'étais enseignant de philosophie dans une école, dans un collège du côté de Womain, et bizarrement, et l'heure était à 525 francs. Wow. Et d'ailleurs, on n'avait même pas ça. Wow. On n'avait même pas ça. Je me rappelle très bien que les enfants aussi, à la recherche des meilleures notes, étaient prêts. Et surtout les filles, aller vous acheter à manger à 10 heures. Et finalement, l'un dans l'autre, c'est un système avec cette chose est pourri. Parce que l'enseignant qui a 525 francs par mois, par heure, ne trouve pas. Il n'est pas assez motivé. Non, c'est pas ça. Déjà, il y a un problème. Maintenant, c'est les filles qui ne veulent pas faire d'efforts, qui lui apportent à manger, sont obligées de lui apporter à manger et qui cherchent d'autres choses. Voilà, qui cherchent d'autres choses. De lui apporter plus qu'à manger. Donc, il faut assainir le milieu. Il faut assainir le milieu. Il y a des gens, vous imaginez, je voudrais tirer un coup de chapeau à ces enseignants, ces fondés de certaines écoles privées, qui vont rechercher les enseignants qui ont fait l'épreuve ailleurs, qui sont à la retraite, comme directeurs de leur école. Et là, le résultat suit. Mais quelqu'un qui n'a pas fait d'expérience, parce que c'est peut-être un beau-frère, on le met là, et finalement, on voit les résultats. Je crois que c'est une bonne chose que de vouloir faire le ménage. Vous avez fait l'expérience de l'heure à 500. Je pense que moi, j'en ai fait une de l'heure à 1000 francs, je pense. 1000 francs, c'est même mieux. Moi, j'étais à 525. Et d'ailleurs, même. Un peu plus d'une dizaine d'années. Le comptable ne m'a pas payé jusqu'à. Et puis après, j'ai dû déposer la craie et je suis parti. Laurent Roland, Tony Kess, restez de notre plateau.